l'intention, effectivement, d'expliquer mon livre. Je ne veux pas réduire la libre réception du lecteur en lui donnant les clés de lecture qui ne seraient que les miennes. Par exemple, les intentions de l'auteur en littérature ne sont pas des manuels de lecture, ni des codes de la route du roman. Il n'existe pas de police de la lecture, mais j'ai insisté, je crois, dans ce que j'ai dit donc auparavant, en réponse à vos questions, sur ce que j'appellerais une eucharistie ontologique, c'est-à-dire une dégustation du réel. Vous aurez remarqué par exemple que ce livre est ponctué de repas. Il s'agit vraiment de dégustation de la réalité. J'ai voulu introduire des moments purement matériels. Ce qui m'a amusé, c'était que ces repas reviennent de façon musicale, comme un thème musical. Et la table commune, d'une certaine façon, pour moi, a représenté le moment idéal de partage communautaire, partage de la matière de la vie. C'est pour ça que j'ai introduit la première table dans cette cour de l'hôtel La Pérouse, sous la neige, dans cette cour dans laquelle des enfants s'introduisent subrepticement pour jouer, et ces enfants entrent dans cet espace de blancheur nocturne et vont imprimer leurs mains sur cette table, effectuant une série d'inscriptions avec leurs doigts. Ces inscriptions vont prendre place dans un jeu mystérieux, des jeux de mains, des jeux de doigts, et ils vont découvrir ainsi ce que j'appellerais une fête de l'innocence, une fête de l'inscription, qui est la naissance du cygne, mais aussi la fragilité du cygne, puisque leurs mains se sont gravées dans la neige et que la neige va fondre. Cette obsession du partage, elle va traverser tout le récit jusqu'au dernier chapitre, puisque le narrateur, à la fin, va vivre une sorte d'expérience mystique, qui est une expérience eucharistique, au sens où, dans le Grand Hôtel des Alpes, il y a la volonté d'un partage, mais qui est un partage d'une autre nature, qui dépasse les conditions normales, habituelles du partage. Et il y a cette table du poétique qui va s'incarner chez lui dans l'audition du Stabat Mater de Pergolèse, et dans une sorte de consommation du réel. Et ce moment est d'autant plus intéressant pour moi que mon personnage, mon narrateur, était la plupart du temps égaré dans le labyrinthe de l'irréel.
Est-ce que tout ce que je décris est réel? Absolument. D'une certaine façon, rien n'est inventé dans ce texte. Tout est vrai. Vous pouvez vous rendre à Chambéry, par exemple, aller dans la cour de l'hôtel La Pérouse, de préférence en décembre, une après-midi de neige, ou une nuit de neige plutôt, et vous y trouverez certainement ce qui est décrit dans mon livre, ou quelque chose qui sera plus près peut-être de ce que j'ai exprimé. Alors ces mains d'enfants qui se sont imprimées dans une table recouverte de neige, avec ce jeu des chiffres et des inscriptions qui fascinent tant le narrateur, évidemment ça vous n'allez pas le retrouver, mais le narrateur lui évolue dans cette ville avec une hantise de l'inscription, avec une conscience aiguë de ses vanités et de ses puissances inconnues. D'ailleurs, c'est un double lieu d'une certaine façon. Vous avez certainement constaté que mon narrateur confond parfois cette cour du XVIe siècle de l'hôtel La Pérouse, qui se trouve à Chambéry, avec le restaurant La Pérouse, qui se trouve au 31 quai des Augustins, sur les quais de la Seine à Paris. C'était un lieu emblématique que fréquentait Baudelaire, et ce qui apparaît dans mon livre, c'est le lieu où le narrateur parle de temps en temps, mais où l'auteur écrit, et ce lieu, c'est l'hôtel La Pérouse à Paris, sur les quais de la Seine. C'est une sorte de centre absolu qui permet de sortir de la relativité, de cette valse des décors, des lieux où différents personnages, où l'auteur, narrateur finalement s'égare d'une certaine façon. Et c'est le rapport entre les lieux qui fournit un des motifs essentiels de mon récit, mais peu de lecteurs peut-être s'y arrêteront parce que le lecteur aime la définition du lieu. Alors, est-ce que le récit est vrai? Vous me renvoyez à une notion de vérité, de la narrativité romanesque. Oui, dans un sens, tout est vrai, et dans un autre sens, rien n'est vrai. Par exemple, l'amitié de Umberto Baldi et de Yanis Ritsos, elle est fictive. En un sens, mais en un autre sens, elle est plus vraie que les existences respectives de Yanis Ritsos et de Umberto Baldi. Cette vérité est donc paradoxale. Elle réside en fait dans une parole qui veut s'accrocher à la terre, qui veut l'épouser, et qui plonge en elle avec une sorte de passion, comme dans cet épisode de la promenade du narrateur avec Clara dans le jardin des Charmettes, et ce désir d'enracinement que l'on retrouve aussi dans les films de Tarkovsky, peut-être c'est le sens même de ce livre.